Bon, on va pouvoir commencer. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus ce soir, malgré le froid, le mauvais temps et la Covid. Alors, on a le grand plaisir, on l'avait déjà invité l'an passé, puis malheureusement, je pense, la Covid nous avait contraints à annuler. Donc, on est très content que tu aies accepté contre-programme cette année. Donc, on a le grand plaisir voilà, de recevoir Sarah Carvalho, qui est donc professeure de philosophie ici à Besançon, et donc qui travaille au laboratoire de philosophie, au laboratoire de logique de l'Agir à Besançon. Bon, merci beaucoup Sarah, et puis Merci André de m'inviter. Moi aussi, ça me fait plaisir de vous partager un peu des recherches que je mène depuis 2-3 ans, depuis que je suis ici à Besançon, et qui sont des recherches sur ma thématique générale, qui est la philosophie de la médecine. Et on a monté un projet autour de la question des plantes et de l'homme, pour nous demander finalement ce que nous avions en commun avec les plantes. Et dans la mesure où je travaille sur essentiellement la philosophie de la médecine, j'ai été particulièrement intéressée par cette notion qui a été pas mal débattue il y a 2-3 ans autour du cas de Vincent Lambert sur ce qu'on appelle les personnes en état végétatif. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on emploie cette catégorie d'état végétatif? Quand est-ce que ça a apparu? Qu'est-ce que ça véhicule? Et qu'est-ce qu'on essaye de faire percevoir à travers cette notion de végétatif? Et puis, donc, en enquêtant sur cette notion de végétatif, je me suis rendu compte qu'en fait, dans toute l'histoire de la médecine occidentale, les médecins avaient pensé qu'il y avait des formes de vie communes, hein, vraiment identiques, entre l'homme et la plante. Et ça m'a invité à monter un certain nombre de projets de recherche. Et donc, je vais vous faire part non seulement de mes travaux sur la thématique, mais aussi des travaux des chercheurs avec lesquels j'ai travaillé. Et je vais vous présenter une espèce d'histoire à rebours à partir d'un point d'arrivée que je situerai dans les années 2010-2020, parce que c'est à partir de 2010 qu'une équipe de recherche européenne, hein, donc, qui a un rôle un petit peu fédérateur sur les questions de nomenclature au niveau de la médecine, déclare qu'il faudrait renoncer à cette notion d'état végétatif pour désigner des personnes dans des formes de coma, ou en tout cas de non-réponse consciente aux stimulations externes, en disant que finalement cette notion d'état végétatif, elle est péjorative. D'accord ? Pourquoi ? Parce que quand on parle de quelqu'un dans un état végétatif, on l'associe à cette notion de légume, et finalement, ça serait une manière de ne pas reconnaître la dignité de la personne et de dévaloriser ces individus. Et donc, en 2010, cet article, hein, qui est le fruit de collaboration européenne, et donc qui fait date dans la réflexion européenne sur cette question-là, propose une nouvelle catégorie, hein, la catégorie de syndrome de veille non répondant, c'est-à-dire que les individus ne répondent pas aux stimulations externes. Et l'argument est double, et j'ai pris un article de Lionel Nakache, qui est un neurologue français, mais qui synthétise bien les arguments de l'article, en disant que finalement le terme de végétatif, ça véhicule souvent une connotation péjorative, et puis au fond, c'est pas exactement ça qu'on veut dire, parce qu'on ne sait pas très bien ce que c'est que ces états végétatifs. Et donc, en fait, les ramener au système neurovégétatif, c'est déjà avoir une volonté d'explication étiologique de ces états, et que finalement, il faudrait mieux juste décrire le fait que ces personnes ne répondent pas aux stimulations externes, même si elles ont des cycles veille-sommeil qui sont maintenus, même si leur croissance, les fonctions qu'on appelle végétatives, mais relevant du système nerveux autonome, sont préservées. Finalement, il n'y a aucun rapport avec ce que nous, on appelle des plantes.
Bon, et donc ce que dit Nakache, c'est que, bien sûr, en fait, ce terme de végétatif, il s'explique dans l'histoire de la médecine, parce que justement, on appelait le système nerveux autonome, on l'appelait justement le système nerveux végétatif, d'accord, par opposition au système nerveux central. Et en fait, il y a des espèces d'arriérés de notre histoire, mais qu'à un moment, il faut un petit peu faire le ménage de notre histoire et passer à autre chose. Alors, ce que je trouvais étonnant dans cette argumentation, c'est que une des volontés de la science, c'était d'être neutre. D'accord ? Et c'était justement l'idée que légumes, c'est péjoratif. Mais c'est finalement assez étonnant à une époque où il y a au contraire une très grande revalorisation de tout ce qui est vert, de tous nos rapports aux plantes, où chacun est en train de réfléchir à la fois à son alimentation, à son environnement, à la préservation de la biodiversité. Et puis, un moment aussi où il y a beaucoup de recherches scientifiques sur des facultés qu'on croyait réservées aux hommes ou aux animaux, mais qui viennent nous montrer qu'il y a de la mémoire, de l'intelligence, de la communication, des émotions dans les plantes. Et il y a beaucoup de travaux scientifiques qui sont des travaux de biologistes et de botanistes pour comprendre que en fait, les systèmes de facultés supérieures des plantes sont bien plus développés que ce qu'on imagine. Et puis, il y a toutes ces études que vous avez peut-être vues sur le blob, cette espèce de plante bizarre qui se déplace, qui a des stratégies, et donc qui finalement vient perturber un petit peu nos catégories sur ce que c'est que la limite entre l'animal et la plante. Donc, une espèce de tension conceptuelle entre un argument qu'on entend bien à travers cette image du légume, et puis en même temps une axiologie revalorisée de la plante qui se rapproche finalement de notre humanité parce qu'elle exerce ce qu'on appelle des fonctions supérieures. Alors, juste quelques points pour que les choses soient claires. Qu'est-ce que c'est que cet état végétatif et qui sont les personnes en état végétatif ? Donc, ça représente environ 1800 personnes en France actuellement. Et ce qu'il y a de vrai, c'est que, en gros, depuis les années 60, émergent régulièrement des cas qui font un petit peu scandale, ou en tout cas qui cristallisent pas mal de débats sociaux et politiques sur la question de la fin de vie, sur la question de l'euthanasie. Ces cas arrivent dans tous les pays. Donc chaque pays est un peu focalisé sur ses propres affaires, mais on en a aux États-Unis, en Italie, en France, en Angleterre, etc. Et c'est des cas qui sont très complexes, souvent avec des familles déchirées autour des décisions à prendre autour de ces personnes, dans la mesure où elles n'ont pas énoncé de directives anticipées. Et où les médecins sont eux-mêmes un petit peu coincés en fait pour prendre des décisions. Et donc des durées en fait qui sont très longues, c'est-à-dire que c'est des affaires qui vont mobiliser une société pendant 2-3 ans. L'affaire de Vincent Lambert, elle est revenue plusieurs fois sur la scène publique. Et tout ça sur un fond de tension entre les médecins, entre la Cour des droits européenne, entre les comités d'éthique, la famille, etc. Donc, ce problème, il faut bien comprendre qu'en fait, il est nouveau. J'y reviendrai. Enfin, il est nouveau. Il a à peu près 70 ans. Parce qu'il est fondamentalement lié au progrès scientifique et technique, notamment au progrès autour de la réanimation, c'est-à-dire sur le fait qu'on peut maintenir ces personnes en état végétatif pendant des années, alors que ces mêmes personnes, avant, vivaient 3-4 semaines et puis mouraient parce que justement, si leur système végétatif fonctionnait, malgré tout, si elles n'avaient pas des systèmes d'hydratation et d'alimentation, de fait, à un certain moment, elles n'avaient plus suffisamment la capacité de fonctionner. Alors, donc, à partir des années 60, enfin 50-60, on va avoir effectivement des allongements de cette durée de vie concernant des personnes qui ne sont pas malades, des personnes de tous âges,
et des personnes qui, en même temps, ne présentent aucun signe d'amélioration. Hein. Donc elles sont stables, mais avec ce sentiment qu'avec les systèmes de réanimation qu'on a, ou ensuite simplement d'hydratation, ça peut durer des années sans qu'il y ait rien qui ne se passe et sans aucune réponse aux stimulations externes. Alors, à partir de quand est-ce qu'on va éprouver le besoin de nommer ces états qui étaient non identifiés de façon scientifique, c'est-à-dire il n'y avait pas vraiment une catégorie clairement identifiée, discutée, consensuelle au niveau de la communauté médicale. Et donc, c'est à partir des années 70, donc en fait, on a 10 ans à peu près de vécu sur cette question des personnes en état végétatif. Il y a 2 auteurs, Jennett et Plum, qui vont justement proposer d'appeler ces personnes qui sont non répondantes des personnes en état végétatif parce que, disent-elles, elles ne répondent pas aux stimulations et leur état est garanti et assuré seulement par la fonction du système nerveux végétatif. Il se trouve que 4 ans plus tard, il y a un changement de nomenclature. Ce qui s'appelait le système neurovégétatif ne s'appelle plus le système neurovégétatif et va s'appeler simplement le système autonome, nerveux autonome. Il y avait, on reviendra là-dessus, mais il y avait en fait 2 nomenclatures qui coexistaient, qui étaient dues à 2 neurologues différents, d'un côté un allemand, Reil, et puis de l'autre côté Bichat, j'y reviendrai, qui proposent ces 2 nomenclatures et qui coexistent. Et puis, à partir de 1976, donc on considère que 2 noms pour une seule chose, ça fait trop. Et donc, on va décider de conserver simplement la notion de système nerveux autonome. Et finalement, cette question du végétatif, donc, elle va être réduite simplement aux états végétatifs. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans ces mêmes années, 1972-1976, il y a un article très important qui paraît, cette fois-ci par un juriste qui s'appelle Christopher Stone, sur est-ce que les arbres ont le droit d'ester. Ester, ça veut dire de faire des réclamations juridiques pour que leurs droits soient protégés. Et Stone pense essentiellement aux grands séquoias du parc Yellowstone, en disant est-ce que les arbres ont des droits et comment est-ce qu'on ferait pour les faire exister. Donc en tant que juriste, il est en train d'essayer de réfléchir comment est-ce qu'on pourrait représenter les arbres devant un tribunal pour faire respecter certains de leurs droits. Et ce qu'il y a d'intéressant dans l'article de Stone, c'est que justement, il dit que pour lui, il y a une forme de contradiction dans le droit américain, en l'occurrence, parce que les personnes en état végétatif ont des droits, et donc il faut les protéger, on ne peut pas les euthanasier ou les tuer, d'accord ? Mais les arbres n'ont pas de droits. Donc il dit, en fait, 2 catégories de personnes, enfin de 2 catégories d'êtres vivants étant végétatifs, il y en a qui ont des droits et il y en a qui n'ont pas de droits. Bon, et donc ce que propose Christopher Stone, c'est de façon cohérente de donner des droits aux arbres. D'accord ? Et évidemment, j'ai rien contre le fait de donner des droits aux arbres, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'à un certain moment, les neurologues, parce que c'est surtout les neurologues qui discutent de ces questions-là, vont se sentir mal à l'aise avec cette question de végétatif et vont considérer que, surtout, il ne faudrait plus appeler ces personnes-là comme étant en état végétatif. C'est un problème nouveau. Je vous ai mis quelques citations d'articles scientifiques. Vous voyez, en 1942, on étudie un cas d'une personne qui est en état végétatif, et on dit bon, le patient est essentiellement un végétal humain, un human vegetable, donc ce que nous on appellerait un légume humain, voilà. Et donc c'est dans un article scientifique, ça c'est présenté en tant que tel. Et puis on va continuer à analyser toutes ces fonctions. Et de fait, cette notion d'état végétatif va vraiment émerger pour
parvenir à catégoriser une certaine situation très spécifique et dans laquelle les médecins finalement n'ont plus rien à faire. Alors je continue un petit peu cette histoire médicale. Ce qui va se greffer sur cette première approche, c'est les progrès notamment de l'imagerie et le développement de tout un pan de la recherche neurologique sur les différentes formes de coma. Une recherche qui est encore très très active. Mais donc on va se concentrer sur ces formes de coma. Donc il y a un article très important de 2 neurologues français en 1959 sur la notion de coma dépassé. Et on est en train d'essayer d'explorer ces formes de la conscience auxquelles on n'a plus accès de façon perceptive, et en train d'essayer de voir si par l'EEG ou ensuite par l'IRM, on pourrait avoir accès à des formes d'activité cérébrale qui permettraient de nous donner quelques indices sur l'activité consciente. Bon. Alors, ce débat sur la question du coma et des états végétatifs va donner lieu à beaucoup de réflexions et en particulier à des réflexions sur ce que c'est que la mort. C'est-à-dire que finalement, une problématique qui se pose, c'est de se dire que puisqu'on peut maintenir en vie maintenant des individus, qui donc on peut relancer leur cœur, on peut les hydrater, on peut les oxygéner. Dans ce cas-là, est-ce que ces personnes-là deviennent immortelles ou est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir à un nouveau critère de la mort? Et ce débat va surtout se situer aux États-Unis dans les années 1968, où en fait on va définir un nouveau critère de la mort, qui est cette fois-ci la mort cérébrale. C'est-à-dire que jusqu'à présent, la mort était définie par l'arrêt cardiaque, mais à partir du moment où, dans certains cas, on peut réactiver l'activité cardiaque, mais où malgré tout, la personne reste dans un état de coma dépassé, d'accord ? On va pouvoir considérer que si vous avez un EEG plat, enfin au départ il faut 2 EEG plats à une distance de 76 heures et puis de 48 heures, on va considérer que vous êtes mort. D'accord ? Pourquoi ? Parce que l'argument, c'est de dire que, en fait, ne pouvant plus exercer une forme de conscience et n'ayant vraisemblablement aucun espoir de récupérer les fonctions de la conscience, la personne a disparu. C'est-à-dire que l'être est encore là, l'être humain est encore là, et donc il faut le respecter en tant qu'être humain, mais la personnalité a disparu. Donc, en 1968, on définit le critère de la mort cérébrale, et cette définition va arriver en France en 1976. C'est la même, donc sur le changement de critère de la mort. Et le débat va être un peu compliqué parce que si au départ c'est vraiment un problème neurologique que se posent en particulier les réanimateurs, en fait le problème va se compliquer parce qu'en parallèle il y a des progrès sur les greffes d'organes et grâce notamment au perfectionnement des immunosuppresseurs. Et il y a une nouvelle demande d'organes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où donc la première greffe cardiaque réussie aux États-Unis, c'est en 1967, il y a une espèce de concomitance entre 2 lignées, la lignée neurologique et puis la lignée des transplantations d'organes, qui va faire que en fait, ces personnes, justement mortes cérébralement, vont pouvoir constituer une forme de vivier de donneurs morts, sur lesquels on va pouvoir prélever des organes. Alors, dans le débat public, ça va créer pas mal de confusion parce que parfois, il va y avoir un peu des raccourcis sur le fait qu'on aurait déterminé ce critère de la mort cérébrale pour prélever des organes, alors que, historiquement,
Évidemment, ceux qui décident de ce critère ont bien conscience de cette concomitance, mais initialement, il y a quand même un vrai problème qui se pose pour les neurologues et les réanimateurs de savoir quel est le statut de ces personnes qui continuent à vivre d'une certaine façon. Elles respirent, une femme enceinte continue à porter son enfant et on peut même faire naître l'enfant ensuite. Un adolescent continue sa puberté, etc. Donc il y a une forme d'état un peu troublant de ces personnes au niveau perceptif, mais malgré tout, au niveau des examens neurologiques, et donc il faut bien comprendre qu'il y a un enjeu au niveau des technologies scientifiques qui sont utilisées, il n'y a pas d'activité consciente qui soit repérée. Bon, et donc là, on retrouve notre histoire. En 1972, cet article sur les états végétatifs, et puis plein de recherches pour essayer de faire une échelle des états de conscience et essayer de mieux comprendre les transitions d'un état de conscience à l'autre et de déterminer finalement qu'est-ce qu'on sait ou qu'est-ce qu'on ne sait pas sur l'activité de la conscience. Bon. Et donc, on arrive à cet article de Nakache sur les états de conscience minimaux ou les états corticaux intermédiaires, où finalement Nakache va dire que en fait, on ne sait toujours pas grand-chose sur la conscience, mais c'est vrai que le mieux, c'est d'arriver à avoir une description la plus neutre possible de ces personnes qui ne sont donc pas répondantes aux stimulations externes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on relit l'article de 1972 de Jennett et Plum, où justement ils proposent d'appeler ces personnes-là en état végétatif, vegetative state, en fait, justement, ces auteurs disaient déjà qu'ils cherchent un nom neutre pour qualifier ces personnes-là. Donc, en fait, ce que ça nous fait comprendre, c'est que ce qui était neutre en 1972, n'est plus neutre en 2010 ou 2018. Bon. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi est-ce que ce qui avait l'air neutre n'est plus neutre. Et en fait, ce que je veux essayer de comprendre, c'est que la science est toujours à la recherche d'une forme d'objectivité, de neutralité, d'impartialité. C'est en gros les critères qui définissent la science contemporaine. Mais en fait, ce n'est pas elle qui maîtrise complètement cette neutralité. L'argument de Nakache et l'argument de l'European Task Force Disorder, c'est de dire que, en fait, dès que je dis que quelqu'un est en état végétatif, je dévalorise cette personne-là. Même si je sais que ce n'est pas ça que je veux dire, le langage serait plus fort que moi et dévaloriserait ces personnes-là. Bon. Donc, ce que je vais essayer de vous faire sentir, c'est que, en fait, les mots ne sont pas complètement neutres et essayer de comprendre pourquoi est-ce que d'évacuer le végétatif de notre pensée de ce que c'est qu'une vie humaine, ce n'est pas neutre non plus. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas être complètement neutre. C'est-à-dire que de dire que c'est végétatif, ça veut dire quelque chose, et on peut éventuellement penser qu'il y a une valeur péjorative ou méliorative. On va voir que ce n'est pas si évident que ça de savoir si c'est péjoratif ou mélioratif. Mais de vouloir effacer toute communauté entre l'homme et la plante en disant il n'y a plus rien entre nous et les plantes, en gros, il n'y a rien de végétatif en nous, ce n'est pas neutre non plus. Et pour finir, je vous montrerai un argument qui, à mon avis, conforte cette analyse. Donc, moi, ce que je propose, c'est que plutôt que de renoncer à cette notion de végétatif, enfin, c'est évidemment pas moi qui décide, donc c'est une hypothèse complètement théorique, mais ce que je propose, c'est d'essayer de la comprendre. Pourquoi est-ce qu'on a appelé cette forme de vie un état végétatif et de réfléchir donc finalement à ce que c'est qu'une catégorie scientifique et de comprendre que dans les catégories scientifiques, il y a toujours une espèce d'épaisseur. D'un côté, il y a la médecine, la science, qui essaye de nommer, de comprendre, de décrire, d'accord ? Et puis, de l'autre côté, ce qu'il faut bien percevoir, en particulier pour la médecine, c'est qu'il y a toujours des effets en retour, des effets en boucle sur nous, notre manière de nous penser et finalement notre manière d'être.
C'est un philosophe canadien qui a beaucoup développé ces aspects-là, qui s'appelle Ian Hacking, qui dit, en fait, il y a une épistémologie historique, c'est-à-dire la manière dont les sciences fondent la science, ça évolue historiquement. Donc j'ai juste essayé de montrer que les outils scientifiques et puis les connaissances qu'on a, forcément, elles évoluent historiquement et donc les problèmes, finalement, se complexifient au fur et à mesure. Mais il y a aussi une ontologie historique. L'ontologie, c'est nous, ce que nous sommes, en fait, est transformée par la science. La science, ce n'est pas seulement une activité théorique, c'est une activité qui est aussi pragmatique. C'est-à-dire qu'elle a des effets, elle est efficace sur ce que nous sommes. Et vous voyez bien que notre rapport à la santé, notre rapport à notre corps, notre rapport même à la santé mentale n'est pas le même qu'il y a 100 ans ou il y a 200 ans. Et ça, c'est parce que la médecine nous a appris, nous a proposé, nous a parfois même imposé, là en ce moment on vit un petit moment un peu difficile, des pratiques et puis des représentations de nous-mêmes qui ont des efficacités réelles sur nous. Le plus évident, c'est la contraception. C'est que forcément, à la fois la sexualité et la filiation changent énormément quand il y a contraception ou quand il n'y a pas contraception. Bon. Donc, à partir de ces quelques remarques, finalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire une enquête sur cette catégorie scientifique du végétatif et de me dire, mais s'il y a eu 28 siècles d'histoire où on a pensé que l'homme et les plantes partageaient une forme de vie, ça veut dire quelque chose. Et donc, déjà, la première chose, c'est qu'il faut voir que la médecine a parlé latin, en gros, jusqu'au XIXe siècle. Enfin, avant, elle parlait grec, mais c'est la même, disons, la même connotation qu'on va sentir en grec. C'est-à-dire que déjà, le mot de végéter, en français, c'est pas très laudatif, de végéter, mais au contraire, en latin, le mot de végéter, ça exprimait une force de vie jaillissante, une espèce de vie à l'état pur. Donc on ne se demandait pas si c'était neutre ou pas neutre, mais être végétus, c'était être vif et dispo. Donc un imaginaire de la langue que nous, on n'a plus du tout dans le terme de végétatif. Et donc il y avait vraiment l'idée d'une force vitale. La plante, c'est une espèce de force vitale qui s'élève dans le monde et qui évidemment contraste pas mal avec notre légume. Alors, à partir de là, je vais essayer de faire une enquête un petit peu au pas de charge sur les 3 dimensions des catégories scientifiques. Il y a une catégorie sémantique, c'est-à-dire de quoi est-ce qu'on parle, qu'est-ce qui est signifié à partir de cette notion de végétatif. Et on va voir qu'en fait, le végétatif a migré. Au départ, il est surtout dans l'embryon, donc plutôt au début de la vie, et puis il va migrer, on va voir, donc jusqu'à ces états végétatifs qui sont plutôt en fin de vie. Et après, il y a un autre niveau qui est le niveau sémiotique, c'est-à-dire que, en fait, pour qu'un mot ait un sens, il est intégré à un système. Et en fait, là, le système qui donne sens, c'est la science, justement. Donc, on va essayer de comprendre que c'est l'évolution de la médecine, mais aussi ses interactions avec la botanique, c'est-à-dire avec ce que nous savons des plantes, qui a aussi suscité ce déplacement du sens du végétatif. Et puis après, il y a des effets pragmatiques, c'est-à-dire qu'on va voir qu'en fait, la question de la vie et de la mort, et c'est-à-dire notamment de l'euthanasie ou de l'avortement, puisque ça concerne aussi le début de vie pendant très longtemps, vont être des questions récurrentes. Et qu'en fait, décider de ce que c'est que du végétatif, c'est aussi faire des choix sur des pratiques sociales. Alors, pour la sémantique, donc c'est là où j'utilise les travaux aussi de collègues avec lesquels on a travaillé et avec lesquels on publie des ouvrages. En fait, on a fait une enquête qui nous a menés jusqu'au présocratique, donc on est à peu près 8 siècles avant Jésus-Christ, et on a vu qu'il y a vraiment une continuité très forte à travers toute la médecine occidentale sur le recours au végétal pour penser la vie humaine. Bon. Alors, je n'ai évidemment pas avoir le temps de tout faire, je vais vous donner quelques flashs. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que dès le départ, ce qui a fasciné les présocratiques, qui étaient à la fois des philosophes et des médecins, il n'y avait pas de séparation professionnelle entre les philosophes et les médecins, ce qui les a fascinés, c'est l'idée du processus.
de cette espèce de force vitale qui s'enracine dans la terre pour un végétal et dans le ventre de la mère pour le fœtus, et qui va s'organiser, qui va se déployer, qui va croître, qui va se nourrir et aller jusqu'à périr. Et donc, il y a l'idée qu'en fait, le végétal, c'est une forme de vie à l'état pur qu'on va retrouver aussi bien dans les plantes que chez l'animal, que chez l'homme. Et qui aurait vraiment un état partagé, identique, ce n'est pas une analogie. C'est qu'au fond, on a tous cette même vie en nous qui est la vie au degré zéro. Et donc, ça va être conservé dans toute l'histoire de la médecine avec Hippocrate, et puis on va avancer jusque à travers les siècles pour essayer de voir comment est-ce que progressivement ce terme de végétatif va migrer et aller se situer plutôt vers le cerveau. Donc, je vous propose de faire ce petit voyage dans le temps, mais juste en gardant quelques dimensions d'arrière-plan sur l'aspect sémiotique, c'est-à-dire que, en fait, cette sémantique historique, elle va s'articuler avec des connaissances en médecine, en embryologie, en agriculture, en psychologie, alors avec toute l'évolution du terme psychologie, puisque la psychologie pour Aristote, évidemment, a beaucoup de rapport avec ce qu'on appelle aujourd'hui psychologie, en botanique, en écologie. Donc en fait, ça va être aussi tout un réseau de savoir qui va faire avancer à la fois nos connaissances sur la biologie et sur les plantes. Et puis, deuxième arrière-plan, les effets pragmatiques, c'est-à-dire que on va voir régulièrement, par exemple, chez Platon, il faut être végétarien. Pourquoi est-ce qu'on a le droit de manger des plantes? Justement parce qu'elles n'ont pas d'âme intellectuelle, mais on n'a pas le droit de manger des animaux parce que nous partageons une âme avec les animaux, d'accord? Alors que pas avec la plante. Donc, il y a cet enjeu pragmatique de savoir qu'est-ce qu'on mange, et chez Platon, il faut être végétarien. Pourquoi? Parce que tout le reste est trop proche de moi. Finalement, ça serait comme si je me mangeais moi-même. Et ça, c'est évidemment contre l'intelligence de l'homme. Toute la connaissance de la plante au Moyen-Âge va avoir une fonction qu'on appelle tropologique, c'est-à-dire une fonction morale. C'est-à-dire réfléchir au fait que nous partageons une forme de vie avec les arbres. Ce qu'il y a de plus proche de l'homme, c'est l'arbre. C'est comprendre quelle est la dignité de l'homme. Et donc, il va y avoir toute une réflexion, mais qui va passer par la sexualité, qui va passer par l'alimentation, qui va passer par les stades de la vie, à partir d'une compréhension des formes de vie communes entre l'arbre et l'homme. Maintenant, si je me projette au XIXe siècle avec Bichat, ce médecin français, lui, ce qu'il va montrer, c'est que pour lui, le fœtus et le vieillard vivent d'une vie végétative, et il oppose cette vie végétative à une vie organique, et donc l'avortement et l'euthanasie ne posent pas de problème, parce que le propre de la vie humaine, c'est justement la vie organique et non pas la vie végétative. Bon. Et effectivement, après 1968, dans le cadre de ce changement de définition de la mort cérébrale, eh bien, il va y avoir des choses qui vont pouvoir être possibles sur certains individus et pas d'autres. Et en particulier, ce philosophe éthicien qui s'appelle Peter Singer, qui est très connu notamment pour la question de l'éthique animale, va réfléchir à tous ces enjeux pour redéfinir les critères de la dignité, de qu'est-ce que c'est qu'une vie digne, et considérer que des personnes en état végétatif, ne pouvant pas exprimer leurs propres valeurs, leur vie, en fait, n'a plus aucune valeur au sens du respect de la personne humaine, parce que fondamentalement, ce ne sont plus des personnes. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il va y avoir toujours des effets pragmatiques, et que finalement, la médecine, elle ne peut jamais être complètement neutre, parce qu'elle est toujours rattrapée par ces questions sociales et anthropologiques de la vie et de la mort. Alors, je vous propose quand même de parcourir très très vite, mais quelques points de l'histoire de la médecine. Donc, j'ai sélectionné de façon complètement arbitraire, mais parce que ça me semblait, disons, ressaisir quelques étapes de cette conception du végétatif. Mais chez Empédocle,
hein, on voit bien cette force vitale. Hein. Donc, ce que dit Empédocle, c'est qu'en fait, tout germe. Hein. Les arbres germent, les hommes et les femmes germent, les bêtes et les oiseaux et les poissons germent, et même les dieux. D'accord ? Donc, en fait, il y aurait une espèce de grande vie partagée, hein, et qui serait vraiment commune, identique à tout le monde. Chez Héraclite, il y a cette même idée de la racine, cette fois-ci. C'est plus tellement le germe qui l'intéresse, mais c'est le fait qu'on s'enracine. Hein, donc, l'embryon s'enracine dans le ventre de sa mère, l'arbre s'enracine dans la terre, et il va même penser la respiration, hein, comme analogue à la plante qui plonge. Évidemment, ils n'ont aucune idée de la photosynthèse, hein, donc ils pensent que la nourriture des plantes vient seulement de leurs racines, mais ils pensent que finalement, une fois que nous sommes sortis du ventre de notre mère, en fait, nous prolongeons notre enracinement non plus à travers le cordon ombilical, mais à travers la respiration. Hein. La respiration, c'est notre manière de prélever en permanence ce qui est consubstantiel à notre existence, comme les plantes en permanence prélèvent leur nourriture dans la terre. Si on prend Hippocrate, hein, donc au 5e siècle avant Jésus-Christ, Hippocrate va comparer l'embryon à un concombre. Bon. Et il va montrer que... alors Hippocrate a une vision assez moderne, hein, de l'embryologie, parce qu'il pense que la mère et le père sont absolument tous les deux nécessaires pour faire un bébé, hein, ce qui n'est pas le cas d'Aristote et ce qui n'est pas le cas pendant des siècles. On pense que la mère est simplement un réceptacle du sperme qui est la véritable semence de l'enfant. Mais donc chez Hippocrate, hein, il va réfléchir au développement de l'embryon à partir du concombre, et en particulier sur des malformations embryonnaires à partir d'expériences, hein, qu'il réalise sur le fait que les concombres croissent un peu de travers quand ils sont empêchés, ils n'ont pas assez d'espace, par exemple dans un bocal, ou sinon il y a une pierre qui les oblige à en fait avoir des formes un petit peu bizarres parce qu'ils ont contourné l'obstacle. Bon. Et chez Platon, hein, juste pour terminer cette période antique, il y a cette très belle image, hein, qui a été utilisée tout au long de l'histoire, de dire que l'homme, c'est une plante céleste, hein, parce que nos racines sont au ciel. Hein, les plantes ont leurs pieds dans la terre, mais nous, en fait, notre véritable pied, c'est notre âme, et notre âme, elle est tournée vers le ciel. Et donc, voilà, il y a une forme de communauté de vie que pense Platon à travers sa théorie de la métempsychose. Hein, donc, si nous agissons mal dans nos vies, nous allons finir tous comme des plantes. Mais il y a une forme de rupture, hein, ce qui autorise le fait qu'on puisse les manger. Il y a une forme de rupture parce que, en fait, dans ces différents cycles de la métempsychose, au niveau de l'âme, finalement, on perd notre âme intellectuelle et on n'a donc plus que cette âme vitale, cette âme primaire, hein, primitive, qui est commune aux végétaux, aux hommes, aux animaux, aux dieux. Alors, je saute à la Renaissance parce qu'il y a quelque chose de nouveau dans la médecine de la Renaissance, qui est l'apparition d'une nouvelle technique qui est l'anatomie. Hein. Donc j'insiste sur le fait que les sciences, c'est aussi des pratiques, c'est aussi des techniques. Et donc il y a cette technique de l'anatomie, hein, ce qu'on appelle le théâtre anatomique. Donc c'est le lieu où on va disséquer les personnes. Et ce frontispice que vous ne voyez pas très bien, mais très connu de Vézal, où Vézal dissèque une personne. Et il se trouve que c'est à cette époque-là aussi qu'on invente le jardin botanique. Hein. Donc il y a comme une espèce de morphologie commune entre le théâtre anatomique, hein, qui est rond, et puis le théâtre botanique. Et cette forme ronde, en fait, renvoie à une forme d'idée de perfection, hein, de réunir tout le savoir universel dans une encyclopédie, mais une encyclopédie spatialisée à travers ce modèle, en fait, qui relève de Vitruve, hein, vous savez, de l'homme parfait, l'homme inscrit dans un cercle et dans un carré, et qui va être transposé sur l'architecture du théâtre anatomique et du jardin botanique. Mais enfin, toujours est-il que ce qu'il y a d'intéressant chez Vézal, c'est qu'à partir de ces dissections, il va proposer des planches. Donc,
anatomique. D'accord ? Donc ça, c'est la grande nouveauté des traités médicaux de la Renaissance, c'est de faire voir ce qui avant était simplement raconté à travers du texte. Et justement, quand Vézal va s'intéresser au système veineux, il va relire Platon et Galien et dire, mais en fait, le système veineux, c'est comme une plante en nous. Et il va montrer que, en fait, c'est un réseau branchu avec des gros troncs, des moyennes branches et puis des petites ramifications qui sont l'ensemble des artères et des veines. Et quand on voit ces planches, effectivement, on a l'impression de représentation végétale de l'homme sur tout ce qui est le système veineux et artériel. Hein. Je vous rappelle juste qu'on n'a aucune idée de la circulation sanguine à cette époque-là. Et on a l'impression que, en fait, pour Vézal, le système veineux et artériel prend racine dans le foie. Hein. Le foie est pensé comme l'origine de la vie. Hein. On mange et le foie va transformer la nourriture en sang. Et puis, à partir de là, les veines et les artères vont diffuser, irriguer tous nos organes à partir de ce sang qui est sans cesse produit et nourrir l'ensemble de nos organes. Donc nous avons un arbre planté en nous qui part du foie et qui se ramifie à travers toutes les dimensions. Donc on est passé de l'embryon à la nutrition, au système sanguin, et au XIXe siècle, on va passer au cerveau et au système nerveux. D'accord ? Donc je saute évidemment quelques étapes, mais donc c'est un médecin allemand, Reil, qui va proposer d'appeler le système nerveux, enfin de dissocier le système nerveux central et le système nerveux donc qu'il appelle végétatif, et de comprendre que finalement cette fois-ci, le végétatif, ça ne concerne plus le sang et les artères et les veines, mais ça concerne les nerfs. D'accord ? Et une forme de vie qui est végétative, pourquoi ? Parce qu'elle est autonome. Hein, et elle accomplit des fonctions qui sont considérées comme étant des fonctions inférieures sur la digestion, la respiration, mais qui n'impliquent pas donc, de forme de conscience. Et à cette même époque, donc, il y a ce physiologiste et médecin français, Bichat, qui va effectivement thématiser cette vie végétative et l'opposer à la vie organique, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, progressivement, on va arriver à la question de la conscience et de l'inconscience. Ça va être Langlais, donc, qui est un médecin anglais, qui va revenir sur cette notion de système végétatif, neurovégétatif, et proposer au contraire un nouveau terme qui est le système nerveux autonome. D'accord ? Cette notion de végétatif ne lui convient pas, toujours pour les mêmes raisons, c'est qu'il pense que ce n'est pas neutre, que c'est analogique et que ça ne veut rien dire par rapport à ce que connaît la médecine. Et donc, il propose cette notion de système autonome. Mais ce qui est d'étonnant, c'est qu'en fait, le végétal va revenir sous la forme métaphorique, en particulier dans cette conférence de Cajal qui découvre le neurone, donc qui fait vraiment, qui marque un moment important dans l'évolution de la neurologie, où il va comparer cette fois-ci le cerveau à une espèce de forêt amazonienne inextricable, où il y a des lianes et des systèmes d'entrelacement des filaments nerveux, neuronaux, qui ressemblent fortement à du végétatif. Donc, il y a une espèce de retour du refoulé, on pourrait dire, où le végétatif se concentre de plus en plus dans du microscopique, mais néanmoins de plus en plus autour de la question du cerveau, de la conscience et du fonctionnement cérébral. Voilà, donc tout ça pour arriver en 2010 et 2018 avec cette idée qu'il faudrait définitivement évacuer ce végétatif qui prend de moins en moins de place en nous, mais une place de plus en plus cruciale quelque part, puisque c'est celle de la conscience, en tout cas celle du cerveau, et qui pose toujours les mêmes problèmes de savoir finalement comment est-ce qu'on prend des décisions par rapport à des personnes qui seraient en état végétatif. Et là, je vous ai mis juste une classification que propose Nakache dans son article de 2018 pour essayer d'évaluer tous les états de conscience.
et en fonction des manières dont on peut les appréhender. Et vous voyez que quand sur la troisième, donc il y a l'état de coma dépassé, et puis la deuxième catégorie, c'est les états végétatifs, vegetative state, ou unwakefulness state, d'accord. Donc ça veut dire que c'est les états unresponsive wakefulness state, donc les états non répondants, les états de veille-sommeil non répondants, où il n'y a pas de réponse de conscience. Et puis ensuite, on a les états cortico-médiés et puis les états de conscience. Bon. Et donc, en fait, son effort de classification, on voit bien qu'on a entériné en fait, le fait que cette notion d'état végétatif, il fallait progressivement l'évacuer et avoir des catégories qui semblent plus descriptives. Donc, pour revenir sur cette histoire, finalement, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une histoire épistémologique, il y a une histoire interne à la médecine qui se demande de quoi est-ce qu'on parle et qui progressivement a fait migrer ce schème végétatif de l'embryologie à la nutrition, à la circulation sanguine, puis au système nerveux, puis au cerveau, puis aux neurones, puis à l'état végétatif, d'accord ? Que derrière, en fait, ça renvoie à une manière de se représenter nous-mêmes et de nous représenter nos relations avec la communauté des autres vivants. Bon, alors depuis Platon, on a quand même pas mal perdu les dieux, mais il reste les animaux, les plantes et la question de savoir ce que nous avons en commun ou de différent avec ces personnes-là, enfin ces êtres-là plutôt. Et puis, dernier stade, la question des pratiques, qui est une question en fait récurrente et d'une certaine manière irréductible. Alors, qu'est-ce qu'il en est du végétatif après cette histoire ? Est-ce qu'il y a encore du végétatif en nous ? Et donc, je terminerai par deux évocations très, très rapides. La première, ce sont les ouvrages de Giorgio Agamben, qui a une espèce d'œuvre autour de l'homo sacer, l'homme sacré, enfin une réflexion sur l'humanité contemporaine. Et Agamben, dans un de ses volumes, en fait, s'intéresse à la situation des camps de concentration et dit que finalement, dans les camps de concentration allemands, on a réussi à produire des hommes végétatifs. C'est-à-dire que, alors, dans les camps, ils s'appelaient des musulmans, ça n'a aucun rapport avec l'islam, mais on les a appelés comme ça dans les camps. C'est des hommes, en fait, qui sont restés en vie, mais qui n'arrivent plus à exercer une forme de discernement conscient de leur choix. En fait, ils ont été, pour survivre dans les camps, ils ont été obligés finalement de renoncer à l'exercice de leur conscience à la fois morale et intellectuelle. Et donc, ce que dit Agamben, c'est qu'on a vu apparaître cette forme de vie qui est un être indéfini, au sein duquel non seulement l'humanité et la non-humanité, mais encore la vie végétative et la vie de relation, la physiologie et l'éthique, la médecine et la politique, la vie et la mort, passent les unes dans les autres sans solution de continuité. C'est une forme de troisième règne. Et ce que dit Agamben, c'est que finalement, le but des camps de concentration, c'est de déshumaniser ces hommes-là. Non pas de les faire mourir, mais de faire que ce ne soient même plus des hommes. Bon. Et Agamben compare cette situation-là, cette situation extrême, aux situations de fin de vie que notre société génère. Et en disant, en fait, c'est quoi une société qui génère des formes de vie qui sont cette espèce de troisième règne où on ne sait plus très bien si c'est un homme, on n'a plus besoin d'idéologie nazie, on n'a plus besoin de camps de concentration, mais notre médecine fabrique ce genre de situation. Et finalement, est-ce que ça ne nous concerne pas tous ? Et c'est pour cela qu'il est important qu'il y ait des débats et qu'il y ait des affaires qui ressortent un petit peu pour ne pas oublier qu'il y a 1800 personnes aujourd'hui en France, mais en Italie c'est pareil, qui sont concernées et que finalement ça nous oblige à réfléchir sur ce que c'est qu'une vie humaine.
Et deuxième évocation, hein, je ne vais pas apporter de résolution à ce qui me semble rester une tension, c'est qu'il y a eu des travaux très intéressants d'une anthropologue de la santé qui s'appelle Leslie Sharp aux États-Unis et qui travaille beaucoup justement dans le domaine des greffes d'organes. Et ce qu'elle a remarqué, c'est une espèce de changement de communication dans les années 2000 dans les associations et au niveau des hôpitaux sur le discours autour du don d'organes et du prélèvement d'organes. Et en fait, ce qu'elle montre, c'est que aussi bien dans le vocabulaire que dans les logos, des logos qui étaient rouges sont devenus verts, et le discours des associations, hein, donc qui essayent d'améliorer le don d'organes, c'est-à-dire d'avoir plus d'organes disponibles, aussi bien chez des donneurs morts. Hein, donc vous savez qu'en fait, il y a un consentement qui est présumé, hein, mais malgré tout, il y a quand même une forme de pénurie d'organes et parfois les familles s'opposent au prélèvement d'organes chez les personnes mortes. Et donc, ce qu'elle a montré, c'est que dans les discours, justement, il va y avoir toute une comparaison avec l'organe qui va pouvoir donner lieu à une seconde vie, qui va être comme un espèce de bourgeon qui va rejaillir, qui va refleurir et qui va permettre à la personne qui recevra l'organe, finalement, de refaire vivre d'une certaine façon une petite forme de vie minimale de la personne qui est morte. D'accord ? Et donc, on assisterait à une forme d'ultime déplacement, alors qui n'est plus là une catégorie médicale, hein, mais qui est une forme de communication médicale et associative sur la question du prélèvement d'organes, qui serait le dernier refuge du végétatif dans notre représentation de nous-mêmes et donc dans notre ontologie de nous-mêmes, où on voit qu'on retrouve des effets pragmatiques de cette catégorie-là, puisque le but, c'est de nous inciter à donner nos organes dans une forme de solidarité, de pensée d'une vie qui passe d'un individu à un autre et qui a une espèce de seconde chance grâce à la greffe, et qui finalement renvoie toujours à cette même ambiguïté, mais cette fois-ci positive, du légume, qui ne s'arrête pas à une vie purement organique comme chez l'homme, mais qui a cette capacité à rebourgeonner en fonction du terreau dans lequel il est planté et de la nourriture qu'il reçoit. Voilà, je vous remercie.